là maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je me focalise et quel genre de solution je peux mettre en place pour pouvoir réellement cette fois-ci avancer? Parce que le livre, c'est là, substile de s'en foutre, mais c'est une traduction de l'anglais de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Désolé des gros mots, l'auteur, c'est un New-Yorkais, vous savez comment ça se passe là-bas. Steve Jobs était à 80 sur 20. Et d'après ces auteurs, si tu es en dessous de 1, c'est-à-dire si tu es en dessous de 50-50, tu vas échouer dans tout ce que tu entreprends. Ah, joie. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que le bonheur est un frein. Ça nous permet de rester dans notre zone de confort, ne pas avancer du tout et croire que tout va bien. Tu n'es pas spécial, nous tous on est égaux, c'est le travail qui démarque les gens. Je ne dirais pas que les affirmations positives sont négatives, Alliance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de sature. Ça te met une certaine base. En voulant fuir la souffrance, indirectement, tu t'exposes à plus de souffrance. Tu as le choix d'accepter la souffrance, devenir quelqu'un, ou alors la souffrance d'être invisible. Voilà. The way you do anything is the way you do everything. Que nous devons quitter de la perception à la perspective. Bienvenue dans le tout premier podcast, dans le tout premier épisode du podcast Between the Lines podcast, dans lequel nous décryptons les livres qui ont révolutionné le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui sur les plans psychologie humaine, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique et sur le plan de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons décidé de commencer par la psychologie humaine et qui de mieux que l'auteur Mark Manson qui en a traité énormément sur le sujet avec son livre populaire La substile de s'en foutre, plus connu en anglais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Tout à l'heure, nous allons aller plus en profondeur dans le livre. Je suis Alliance Kemajo. Je suis Egeb Diana. Welcome. Alors Diana, depuis plusieurs années, nous entendons parler de Mark Manson. Mark Manson sur presque toutes les plateformes aujourd'hui. Comme développement personnel, nous entendons parler de Mark Manson. Mais qui est Mark Manson au finish? Justement, je vais vous présenter sa biographie. Mark Manson est un blogueur, un conférencier et un auteur à succès américain. Né en 1984, il a commencé sa carrière en écrivant des conseils sur les relations et la vie pour un public masculin, avant d'élargir sa vision pour toucher un public universel. Pendant plus d'une décennie, il a été ce qu'on appelle un coach en vie. Mais sa véritable notoriété est arrivée lorsque l'essai ou l'accès des conseils en développement personnel superficiel et positif à outrance, il a décidé d'adopter une approche radicalement différente. Une approche basée sur l'honnêteté brutale, le réalisme et un langage direct. Son blog a attiré des millions de lecteurs, mais c'est ce livre, The Subtle Art of Giving a Fuck, publié en 2016, qui a été un phénomène mondial. Vendu à des millions d'exemplaires et traduit dans des dizaines de langues, il a secoué le genre du développement personnel en affirmant un principe simple. La clé du bonheur n'est pas de chercher à être positif en permanence, mais d'apprendre à identifier ce qui compte vraiment pour nous et de détester le reste. Et voilà en ce qui concerne la biographie de notre cher auteur Mark Manson. L'avis que je peux donner sur ce livre, c'est qu'il est venu vraiment casser les codes, déconstruire la vie que nous avions sur le développement personnel, parce que le développement personnel, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Mais j'étais plus dans une attitude de positivité, pensée positivité, et je me disais que si je le conseille à tout le monde, il faut être positif en toute situation, ça ne résout vraiment pas le problème. Le problème n'est pas résolu et après, on se retrouve frustré. Exactement. Donc, l'essentiel de se dire, c'est que nous sommes des humains. Ouais. On a nos failles, on a nos faiblesses. Exactement. Donc, c'est OK d'être down parfois. Ouais. C'est OK de ne pas réussir, mais l'essentiel, c'est de rester focus. Ouais. C'est dur maintenant. Bon, qu'est-ce que je fais? Je mène telle action. L'action est là. C'est un processus. On gère le contrôle, on avance tout doucement et puis
Je pense que c'est la meilleure des choses pour pouvoir vivre de manière sereine. Ouais, je suis très d'accord avec toi, Diana, dans ce sens, parce que c'est justement ce qu'il faut tirer dans ce livre-ci. Parce que nous sommes dans un monde où on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en train de nous pousser qu'il faut avoir plus, ici. On est dans une course permanente, tu te rappelles? Quand on était à l'école, on criait, on disait, OK, quand on va commencer à travailler, on va être heureux. Ouais. On a commencé à travailler. Quand le dimanche soir arrive, on est malheureux parce qu'on ne veut pas retourner au boulot. Exactement. On a dit, OK, quand on va commencer à travailler, quand on va se marier, on sera heureux. Oui. On est marié, mais c'est les hauts et les bas, on n'a toujours pas ce qu'on recherche. Exactement. Et à un moment donné, tu dis, stop. Combien de temps je vais passer ma vie à courir ainsi? Est-ce que je ne suis pas en train de courir vers les mauvais choix? Qu'est-ce que je cherche en fait? Et ce livre vient justement nous dire que la course vers quelque chose, c'est une perte de temps en fait. Exactement. Et à l'intérieur, on va parcourir l'intégralité des 8 chapitres. Je crois qu'il a combien de chapitres déjà? 9 chapitres. Ok, merci. Donc, on va faire le tour des 9 chapitres et globalement, c'est ce qui m'a permis, ce qui m'a fait envie de lire intégralement ce livre. Moi, personnellement, je l'ai déjà lu peut-être 2 ou 3 fois et j'essaie de l'appliquer dans ma vie. Et nous souhaitons également partager ce livre avec vous. Et à la fin du podcast, nous allons vous partager les 5 points que vous pourrez implémenter dans votre vie quotidienne et je peux vous garantir que vous verrez des changements dans vos vies. Donc, restez scotchés et sans plus tarder, nous allons passer au décryptage du livre en question. Chapitre 1, Don't Try. Ce qui me marque vraiment dans ce chapitre, c'est que nous devons apprendre à se concentrer sur ce qui est important. Dans la vie, quand nous sortons d'une certaine période difficile, on a une vision assez grande de ce qui nous attend et on veut toucher un peu tout. Donc, il est important de recadrer les choses et se demander, bon, là maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je me focalise et quel genre de solution je peux mettre en place pour pouvoir réellement cette fois-ci avancer? Voilà, et comme tu le dis, le premier chapitre du livre, c'est Don't Try. En français, n'essaye pas. Dans la version, vous verrez des versions françaises du livre, parce que le livre, c'est là, subtil de s'en foutre, mais c'est une traduction de l'anglais de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Désolé des gros mots, l'auteur, c'est un New-Yorkais, vous savez comment ça se passe là-bas, c'est la raison, et il est venu vraiment, il avait remarqué que le développement personnel était un peu trop soft, trop rose, donc il est venu casser complètement les codes. Donc désolé encore des gros mots que vous allez retrouver dans le livre parce que vous en trouverez énormément. Donc pour revenir au premier chapitre, Don't Try, en français, n'essaye pas. Donc il essaie clairement de nous dire que n'essayez pas justement de chercher à la perfection en permanence, n'essayez pas de chercher à être heureux en permanence, à courir derrière un bonheur parce que vous ne le trouverez pas en fait. Il n'y a pas de bonheur quelque part que vous allez trouver. Vous devez vous concentrer sur l'instant présent, vous focaliser sur les choses qui sont sous votre contrôle. Et quelles sont les choses qui sont sous votre contrôle? Vos actions, la gestion de votre temps, les relations humaines, maintenant les choses qui sont hors de votre contrôle, le regard des autres, le résultat de vos actions, les attentes. Les attentes, voilà, la météo, il y a plein de choses qui sont hors de votre contrôle, qui ne devraient même pas être dans votre cerveau. En fait, il nous pousse un peu à aller sur la théorie, avec la théorie des signal to ratio, qui a été développée récemment par Kevin Orrin, que Steve Jobs utilisait. Dans la théorie signal to ratio, en permanence, tu dois te poser la question, quel est ton ratio signal-bruit? Et d'après ces auteurs, Steve Jobs était à 80 sur 20. Et d'après ces auteurs, si tu es en dessous de 1, c'est-à-dire si tu es en dessous de 50-50, tu vas échouer dans tout ce que tu entreprends. Donc l'idée, c'est que les bruits dans ta vie doivent peser moins que les signaux. Donc tout ce qui est bruit, et les bruits, ça peut être plein de choses. Ça peut être les membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un certain nombre de choses. Voilà. Tout ce qui est distraction doivent être des choses qui devraient être éradiquées. Donc en permanence, tu dois te poser la question, est-ce que ce qui a mon attention sont des choses que je contrôle? Donc c'est ce qu'il essaie de nous dire dans le premier chapitre, qui va directement nous permettre d'aller au deuxième chapitre. Chapitre 2, le bonheur est un problème. On est tous à la recherche du bonheur. On veut absolument être heureux, absolument être en joie.
Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que le bonheur est un frein. Ça nous permet de rester dans notre zone de confort, ne pas avancer du tout et croire que tout va bien. Oh, ce sont des obstacles à notre réel développement, à notre croissance et à changer même des visions. Parce que souvent, on se dit que je suis comme ça. Or, quand tu as une nouvelle vision de la vie et que tu as des challenges, tu te rends compte qu'en fait, je pense plutôt comme ça. Et qu'on a tellement de choses à découvrir de nous-mêmes. Donc, le bonheur, pour moi, aujourd'hui, n'est pas une chose dont je raffole. Aujourd'hui, je préfère être dans une sorte de... je veux pas dire turbulence, mais je veux dire une sorte de mouvance où je suis en train d'avancer, où je crois, où je me diversifie, où j'avance. Exactement. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis très d'accord avec toi là-dessus. Tu connais ma position déjà. Exactement. En anglais, c'est happiness is a problem. Donc, ça veut dire clairement que le bonheur est un problème dans la tête des personnes quotidiennes. Mais qu'est-ce que cet auteur, qu'est-ce qu'il raconte en fait? Et effectivement, le bonheur, c'est un problème en fait, parce que il y a d'ailleurs des films qui ont été tournés sur la poursuite du bonheur, The Pursuit of Happiness de Will Smith par exemple. On a grandi avec tous ces concepts-là où il fallait courir derrière le bonheur en fait. Mais exactement. Courir derrière le bonheur, poursuivre le bonheur, ça veut dire que tu n'as pas le bonheur. Donc lui, il essaye de dire quoi? Si tu dis que tu cherches quelque chose, tu estimes que tu ne l'as pas. Et tu crées la distance entre la chose et toi. Exactement. Et tu ne seras jamais heureux en fait. Exactement. Et le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on a. Où tu es heureux ou tu ne l'es pas. Donc, c'est la magie en fait dans ce livre, c'est de se dire, voilà, à aucun moment dans ta vie tu dois estimer que tu n'es pas heureux. Donc, la quête du bonheur est un problème. Et autre chose, on ne peut pas être heureux tout le temps. Ça, il faut l'accepter. C'est impossible. Et la quête du bonheur, justement, c'est ça qui pousse à des addictions. Comme l'alcool, la drogue, ou rester dans les relations toxiques, par exemple. C'est parce que tu ne veux pas souffrir, en fait. Oui. Mais souffrir est important. D'ailleurs, je crois que c'est un chapitre également, l'importance de la souffrance. On va y arriver. Donc, globalement, c'est ce que Mark Manson essaye de nous faire comprendre ici, qu'on doit arrêter cette quête au bonheur. Et je vais en profiter pour parler d'une expérience personnelle. Moi, j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie par rapport justement à ça, parce qu'on se dit, voilà, dès que tu commences à travailler, il faut peut-être acheter, il faut chercher d'abord une femme, montrer à ses parents pour qu'on t'estime dans la famille, acheter un terrain ensuite. Acheter une voiture. Voilà, et tout ça là, tu prends une série de crédits pour te permettre tous ces luxes, entre guillemets, pour en fait donner une apparence du bonheur, mais qui te rattrape à faire. Parce qu'en permanence, tu ne fais que faire des mauvais choix, parce que ce n'est pas des choix qui sont faits sur la maturité. Donc voilà, la quête du bonheur le bonheur est un problème dans ce sens où le bonheur n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Si tu dis que tu cherches le bonheur, tu estimes que tu n'es pas heureux. Or, on a toujours du bonheur en soi. Exactement. Voilà. Et je dirais aussi que pour ajouter à la notion de bonheur, c'est que le bonheur, c'est un esprit. Donc, c'est-à-dire que même dans chaque problème, même dans les difficultés, il y a du bonheur. Oui, je veux dire, c'est un esprit lui-même. Le bonheur, c'est un esprit lui-même. Donc, même dans les difficultés, même quand tu es dans une période où c'est difficile, il n'y a pas une journée où tu n'es pas heureux. C'est impossible. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, ok, il faut relativiser. Donc, profiter du moment que l'on passe peut-être avec nos proches, c'est du bonheur. Quand tu reçois peut-être un coup de fil d'un ami, c'est du bonheur. Tu es heureux, même si tes poches sont vides, c'est pas grave. Mais tu es heureux. Je pense que c'est cette notion qu'on doit avoir du bonheur. C'est vrai que le petit bémol quand même que je vais ajouter dessus, c'est que tu peux ne pas être heureux. Tu n'es pas obligé d'être heureux, mais tu acceptes comme ça. Voilà, aussi. On peut avoir des journées où on n'a pas l'argent, on est malheureux. Ne cherche pas à être heureux à tout prix. Voilà. Accepte que voilà, c'est ta condition du jour et tu fais avec. C'est le moment. Et les moments de malheur, entre guillemets, c'est les moments les plus importants dans la vie d'un être humain. Exactement. En général, c'est les moments d'apprentissage. Voilà. Il ne faut pas chercher à contourner ces moments-là. Il faut les affronter. Donc, justement, dans le bonheur, le malheur, c'est important dans ta vie. Et tu ne peux pas y échapper. Personne ne peut y échapper. C'est clair. Tu ne vas juste le repousser. Et en général, quand tu le repousses, les dégâts sont trop importants. Oui. Donc, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour sur le chapitre 2, n'est-ce pas? Ok, donc, on passe au chapitre 3. 3. Ok, go. Chapitre 3. Tu n'es pas exceptionnel.
You are not special, en anglais. Donc, globalement, ça avait dit tout, en fait. Parce que, justement, dans le développement personnel traditionnel, on nous apprend que nous sommes spéciaux, nous sommes exceptionnels, que nous sommes au-dessus de la masse. On peut tout faire. On peut tout faire, on peut tout accomplir. Ce qui n'est pas techniquement faux, mais ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre ici, c'est qu'on doit redescendre un peu sur terre. Pour t'estimer spécial, il y a un travail qui doit être fait en arrière. Tu n'es pas de fait spécial. Tu ne nais pas spécial. Nous tous, on est égaux. C'est le travail qui démarque les gens. Donc, s'asseoir et penser que tu es spécial juste parce que tu as été créé, c'est justement leur développement personnel qu'il essaie de déconstruire également dans cette partie. Et vous voyez, plus nous entrons dans les chapitres, plus ça devient très intéressant. Et toi, Diana, qu'est-ce que tu penses justement de cette partie? Tu n'es pas spécial. Ça me fait penser à une affirmation positive que j'aimais dire quand j'étais dans des périodes un peu difficiles. Je suis spéciale. Je suis spéciale, je suis spéciale. Mais à un moment donné, parce que ça te donne de la force, ça te galvanise et ça te donne plein d'idées. Et alors, tu te places là et tu te dis, bon, je pense que je peux faire tel projet. Je me suis donc engagée dans un projet qui a floppé parce que, en fait, je n'étais pas prête. Mentalement, je peux me répéter des choses, mais je n'ai pas fait un travail concret pour être prête à recevoir une action que je pose. Donc, il est important de poser des bases. Ça veut dire quoi? Je ne dirais pas que les affirmations positives sont négatives, hein, Alliance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte d'ossature. Ça te met une certaine base pour pouvoir maintenant te poser de manière calme, avoir confiance en toi et mener les actions concrètes pour effectivement être spécial. On peut passer au chapitre 4. Exactement. La valeur de la souffrance. Exactement. C'est quoi la souffrance, Alliance? Ouais, the value of suffering. Donc, c'est exactement, c'est l'un des chapitres pour moi, c'est le chapitre le plus important de ce livre, à mon sens, parce qu'effectivement, il traite des sujets qu'on essaye tous d'éviter. L'être humain en général, tout ce qu'il essaie de faire dans la vie, c'est d'éviter de souffrir. C'est ça que si tu vois, s'il y a deux routes, il y a une qui n'a aucun problème, peu importe où elle mène, l'être humain aura tendance à prendre la route la plus facile. Donc, c'est l'instinct humain d'éviter la souffrance. L'instinct de survie. Exactement. Mais éviter la souffrance, justement, nous expose à beaucoup plus de souffrance. Il faut intégrer que la souffrance fait partie intégrale de notre vie. Donc, si tu veux arriver à un certain niveau dans ta vie aujourd'hui, tu dois accepter de souffrir. Donc, il essaie de nous dire dans ce livre que la souffrance fait partie intégrale de notre vie, contrairement justement au développement personnel qui te pousse en permanence à te dire que tu peux penser positif et la souffrance va être éradiquée de ta vie. Le but n'est pas d'éradiquer la souffrance dans la vie. Tu ne peux pas éviter la souffrance aujourd'hui. Et je vais prendre un exemple, par exemple, deux jeunes. Il y a un jeune qui choisit de s'investir énormément dans ses études, donc il étudie énormément, il travaille dur, il fait des stages, et un autre décide par exemple de ne pas prendre tous ces risques-là et de se contenter des petits boulots. Celui qui fait des petits boulots très tôt, il va commencer à gagner de l'argent un peu plus tôt et faire un certain nombre de choses. Celui qui est en train de travailler dur et s'investir, il va souffrir sur la durée, mais à long terme, il sera beaucoup plus stable par rapport à celui qui a commencé à gagner l'argent un peu plus tôt. Donc, le besoin justement de ne pas vouloir souffrir, d'éviter la souffrance, en réalité nous expose à plus de souffrance. Voilà, donc, en voulant fuir la souffrance, indirectement, tu t'exposes à plus de souffrance. Et en général, on arrive à des points où on a des souffrances qu'on ne peut plus vraiment y remédier, quoi. Parce qu'on est d'accord avec toi, tu es d'accord avec moi, je pense qu'une fois que tu as atteint l'âge de 40, 50 ans, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux plus faire. C'est clair. Donc c'est mieux d'accepter de souffrir quand on a encore les épaules, le mental solide et aussi la santé physique solide pour pouvoir supporter la souffrance. Donc effectivement, la souffrance est une valeur indéniable. Oui. Je dirais aussi, pour ajouter, c'est la fondation de notre vie. Parce qu'avec la souffrance, tu deviens mature. Sans souffrance, oui, tu peux avoir beaucoup de chance, tu grandis vite. Et après, tu te retrouves à un âge où les choses ont été tellement faciles pour toi, tu fais face maintenant à de réels problèmes et tu ne sais pas comment agir. Or, quand tu as
accepté la souffrance, quand tu as grandi avec la souffrance, quand tu as embrassé de manière volontaire, il faut embrasser la souffrance. C'est cruel de le dire comme ça, c'est vrai, mais il faut l'embrasser et c'est ça qui fait en sorte que tu croisses de manière droite et de manière diligente. Exactement. Voilà. Et comme mon mentor Andrew Tate il a dit, tu as le choix d'accepter la souffrance, devenir quelqu'un, ou alors la souffrance d'être invisible. Voilà. Bon, ça veut dire, you can make the choice of becoming someone, or the choice of the suffering of being invisible. Ça veut tout simplement dire que quand tu travailles dur, c'est un choix de souffrance que tu fais. Tu travailles énormément parce que tu veux élever ton personnage. Niveau. Tu essayes de faire un certain nombre de choses. Ou alors tu peux décider de ne pas souffrir du tout, mais ne rien être. Tu n'auras pas de problème, mais tu auras la souffrance d'être invisible. Et on sait un homme aujourd'hui, un homme qui ne produit pas de la richesse est invisible à la société. Et c'est la plus grande souffrance. Ça veut dire, tu arrives dans les réunions de famille, on ne te donne jamais la parole. C'est tes enfants qu'on envoie faire des commissions et tout ça. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Ça existe. On sait que l'enfant de celui qui n'a pas produit de la richesse, c'est celui qui fait les commissions dans les réunions de famille. Et c'est un choix donc que vous devriez donc assumer toute la vie parce que vous avez refusé de souffrir. Exactement. Donc nous sommes dans le processus de la souffrance. Et nous acceptons la souffrance. Nous aimons et avec joie. Exactement. Chapter 5. You are always choosing. Vous êtes toujours en train de faire des choix. Ce qui me marque dans ce chapitre, c'est notre pouvoir de création. Notre parole est un pouvoir créateur. Donc, ça veut dire que dans tout ce que tu dis, tu fais un choix de vie. Donc, il est important d'être minutieux dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que ce soit en train de faire la cuisine, en train d'étudier ou en train d'aller au travail, il faut être minutieux dans ce que tu fais parce que ce sont des choix de vie que tu établis pour le plan de ta vie sur Terre, comment tu vas vivre et tout ça. C'est cette valeur-là que j'ai retenue de ce chapitre, la valeur du pouvoir de la création. Exactement, c'est ça, et je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, Diana, tel que tu le disais, notre vie aujourd'hui, c'est une succession, c'est un résultat de l'ensemble des choix que nous avons faits dans notre vie. Comme un auteur disait, nos actions au quotidien définissent notre attitude et notre attitude définit notre avenir. Et l'un de mes auteurs préférés ou bien de mes mentors a également dit que the way you do anything is the way you do everything. Un peu comme tu disais tout à l'heure, donc la manière dont tu fais quelque chose, peu importe ce que c'est, n'importe quoi, c'est la même manière que tu dois faire toute chose en fait. Donc, exactement. La rigueur que tu mets à ton travail, la rigueur que tu mets à ta manière de saluer tes collègues, bref, la rigueur que tu mets à ton environnement professionnel, ça doit être la même que tu mets dans ta maison. Ta manière de dresser ton lit, ta manière de faire ton café, ta manière même de poser ton assiette ou ton verre sur la table doit être mise de manière extrêmement consciente. Exactement. Donc en fait, il essaye de nous dire ici là que tu dois être conscient de toutes les petites actions que tu fais au quotidien parce que c'est ces actions là qui définissent ton devenir demain. Exactement. Si tu te comportes bien au bureau et que chez toi c'est un bordel, ça veut dire en fait que c'est pas ta vraie personnalité. Alors qu'il s'agit ici de te construire une personnalité. Donc la rigueur que tu mets dans quelque chose qui te rapporte de l'argent, elle est évaluée dans des actions qui ne te payent pas, entre guillemets. Exactement. Dans les actions au quotidien, les actions sociales. Même ta manière de dire bonjour à un individu doit être très conscient. Donc, si tu dis bonjour à quelqu'un, or good morning, you need to mean what you say. Donc, tu dois le dire. Quand tu dis bonjour, tu dois consciemment penser ou souhaiter à la personne qu'il a une bonne journée. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes le résultat de nos actions. Et qu'est-ce qu'on dit de nos actions? Nos actions définissent nos habitudes et nos habitudes déterminent notre avenir. Et il est important que tu dises ça parce que ça prouve qu'on a le pouvoir également de modifier. Donc ça veut dire que si on a fait mal, il est possible de se réajuster. Exactement. De créer un nouveau chemin, de créer une nouvelle route, une nouvelle voie. Exactement. Voilà. Et c'est d'ailleurs le prochain chapitre. Exactement. On va en parler. Chapitre 6. Vous avez tout faux.
Ouais. You are wrong about everything. Ça a l'air vraiment très dur. Là, il touche profondément dans nos croyances, parce que nous avons grandi avec beaucoup de croyances, avec beaucoup de valeurs, et l'auteur essaie de nous dire ici là que pour justement mieux comprendre le monde, pour pouvoir avoir une certaine élévation dans la vie, il faut déconstruire tout ce que nous avons comme valeurs et croyances, parce que beaucoup des croyances que nous avons, avec lesquelles nous avons grandi justement, beaucoup sont fausses. Exactement. Ouais. Exactement. Autant religieuses, et même sur le plan du développement personnel. Donc ici, l'auteur essaie de nous dire que nous devons quitter de la perception à la perspective. Exactement. Je m'explique. La perception en général, c'est lié à nos croyances, à qui nous sommes. Et ça fait que nous sommes limités justement à nos croyances. Alors que la perspective, c'est que tu vois également ce que tu essayes de voir, ce que l'autre lui voit. C'est une sorte de vision. Exactement. Moi, je suis chrétien, tu peux être musulman. Si on reste chacun sur nos croyances, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne pourra jamais s'entendre. Et pourtant, nous sommes forcément interconnectés. Exactement. Tous. Nous sommes tous connectés, nous descendons tous d'une même entité. Également. Donc le but aujourd'hui, c'est de quitter de la perception à la perspective. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'autre, il pense comme ça. Peut-être je suis dans le faux. Voilà. On est d'accord que si il y a un chrétien et un musulman sur un même sujet qui pense deux choses différentes, il y a une personne qui est dans le faux, ou bien les deux. Forcément. Ok. Bon. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que l'autre est forcément ton miroir. Donc, si tu vois quelque chose en ton ami ou en ton mari ou peu importe, ça veut dire que tu t'es vu. En fait, ça veut dire que cette chose est en toi. Exactement. Donc, nos perceptions, en fait, ne sont pas réelles. Exactement. Il faut construire sa propre vision, Exactement. sa propre identité. Oui. Et là, en construisant sa propre vision et sa propre identité, je pense qu'ensemble, même, on sera plus divisés. Exactement. Puisque chacun a bâti quelque chose de fort, a souffert pour y arriver, on va se comprendre de toutes les façons. On va se comprendre. Exactement. Il y aura beaucoup d'amour. Ouais, voilà globalement ce qui est dit dans ce chapitre. Chapitre 7. L'échec est le chemin. Dans la plupart des cas, nous n'aimons pas échouer. Et il est difficile d'encaisser l'échec. Mais l'exemple concret que je veux dire, c'est justement même par rapport à la création de ce podcast. Il a fallu, si on l'avait créé plus tôt, moi personnellement, je ne serais pas prête. Donc, je pense qu'il faut échouer pour pouvoir se bâtir et pour pouvoir grandir. Exactement. Donc, voilà pourquoi je dis vraiment, l'échec, c'est quand tu vis une vie où tout est droit, je pense que c'est là où tu dois te méfier. Exactement. L'échec, en fait, c'est le centre même de l'apprentissage. Je veux dire, sans échec, en fait, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Mark Manson nous dit aujourd'hui que nous devons intégrer l'échec comme partie intégrante de notre vie. Nous ne devons pas voir l'échec comme négatif, parce que l'échec, en fait, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. C'est elle qui permet à un être humain de quitter d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que le chapitre mieux dit en anglais, Failure is the way forward. Donc, c'est l'échec, en fait, qui te permet de quitter d'un point 1 à un point 2, ainsi de suite. Et justement, pour comprendre, pour accepter l'échec, il faut également accepter que tu as des limites. Exactement, c'est l'un des points importants que l'auteur essaie de mettre dans le livre, que tu n'es pas si spécial que tu le penses. Tu as des limites. Et reconnaître que tu as des limites, c'est très important. Pareil, reconnaître que tu as des limites doit faire que tu ne vas pas aller te jeter dans la piscine au hasard. C'est pour ça qu'il y a le grand bassin et le petit bassin. Si tu te dis que tu as lu un livre de développement personnel, que tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne sais pas nager. Tu vas te casser la figure. Tu vas te jeter dans un grand bassin, tu vas mourir noyé. C'est clair. C'est en apprenant à nager, la pression que l'eau te donne et la limite que tu as, c'est elle qui te pousse à apprendre à mieux faire. Donc, la limite est très importante dans la vie d'un être humain. Il faut comprendre que tu as des limites et il faut déjà connaître ces limites. C'est connaître tes limites qui te permettront d'évoluer et d'arriver à un autre niveau. Et aussi, je veux parler plus de certaines personnes qui ont un esprit assez carré. Comme ils ont établi, c'est comme ça. Tout n'est pas clair, tout n'est pas tracé comme ça. Les routes font des zigzags, ça fait des carrés, des losanges. Mais l'essentiel, c'est que peu importe le chemin que tu prends, il faut t'assurer que
dans le chemin où tu es en train d'aller, il y a de l'échec. Exactement. Toujours s'assurer qu'il y ait une sorte de résistance. Exactement. Parce que s'il n'y a pas de résistance, c'est là où il faut faire un rétro-pédalage. Oui. C'est clair. And we don't control the outcomes. Donc, ça veut dire on ne contrôle pas le résultat. Et l'échec, justement, fait partie des actions qu'on mène. Tu vas arriver. Et il faut aussi se dire, si tu veux porter, par exemple, nous qui allons un peu en salle de gym, si tu veux porter, si ton poids actuel, le maximum que tu peux faire, c'est 20 kilos, tu n'es pas limité à 20 kilos. Tu veux peut-être aller à 25 kilos, mais pour que tes épaules puissent supporter 25 kilos, il faut que tu aies maîtrisé 20 kilos et que tu aies augmenté tes épaules pour pouvoir supporter 25 kilos. Donc souvent, on demande des choses qu'on n'est pas prêt à avoir. C'est clair. Parce que tu veux peut-être porter 50 kilos. Est-ce que tu es sûr que si on met 50 kilos sur tes épaules, ça ne va pas t'aplatir? Donc souvent, on demande des choses qui dépassent souvent notre entendement, mais on n'a pas fait le job. Et justement, le job, c'est les successions d'échecs qui sont là. Et tu parlais justement de podcast. On a plusieurs fois reporté le départ de ce podcast et tout parce qu'il y avait un problème de décision. Et on a fini par comprendre que la décision, tu ne vas jamais te sentir prêt en fait à faire quelque chose. C'est clair. Parce qu'en fait, la décision, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision en fait. C'est clair. C'est une action. C'est une action, voilà, effectivement. C'est une action. Chapitre 8. L'importance de dire non. Ce chapitre me touche particulièrement. Oui. Parce que j'étais cette personne qui n'arrivait pas à dire non. Je confirme. Je disais tout le temps oui. Mais à un moment, je me suis demandé si je disais oui parce que je voulais qu'on m'aime ou bien si je disais oui pour vraiment être gentil ou bien pour être vrai. Et c'est un travail qui a été long, qui a été difficile, mais dire non n'est pas péché. Dire non, c'est poser des limites. Dire non, c'est protéger ton énergie. Et dire non également, ça t'apporte de la générosité avec toi-même. Et ça prouve que tu t'aimes. Parce que si tu dis oui à tout, ça veut dire que d'une certaine manière, tu te sacrifies pour les autres. Je ne dis pas que le sacrifice n'est pas bien, mais il y a des sacrifices que tu ne dois pas t'infliger. Donc, il est important de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas, non, je ne suis pas intéressée. Je suis d'accord ici. Et tu as parfaitement raison, Diana, c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Dire non, en fait, c'est une guerre de personnalité, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de capacité à dire non, c'est une personne qui ne s'aime pas. En fait, qui vit par rapport aux autres. C'est un gros travail d'estime de soi. Donc, dire oui en permanence à tout, c'est que tu as une très faible estime de toi et tu ne pourras jamais être quelqu'un d'heureux. Personnellement, ça, c'est mon avis sur le sujet. Donc, dire non demande une guerre envers soi-même dans un monde où il est difficile, par exemple, d'accepter d'être mal perçu. Voilà, justement. Et aussi, dire non, ou bien dire oui tout le temps veut dire que tu n'as aucune barrière, tu n'as aucune frontière, et tu es quelqu'un qu'on peut pénétrer en permanence. Voilà. Et la question qu'il va souvent falloir se poser justement pour y arriver, est-ce que tu dis oui tout le temps parce que tu es effectivement quelqu'un de bien? Ou alors c'est parce que tu as peur de l'affrontement. Exactement. Et c'est là qu'on va souvent arriver à faire la différence entre être pacifique et être inoffensif. Voilà. Donc harmless et peaceful. C'est pas la même chose. C'est deux personnes qui ne font pas d'action, mais il y a une personne qui a le potentiel de faire le mal justement. Et l'idée aujourd'hui c'est quoi? C'est d'être quelqu'un qui a le potentiel de faire justement le mal, comme on dit, mais qui choisit de faire le bien. Il se retient. Voilà, justement. Donc, tu ne dois pas être quelqu'un qui a peur de l'affrontement et c'est pour ça que tu dis non. Donc, et pour ça, tu dois travailler sur ta personne. D'où la section ou le proverbe chinois qui dit c'est mieux d'être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier en temps de guerre. C'est clair. It's better to be a warrior in the garden than to be a gardener in war. On est d'accord que le jardinier n'a aucune chance de s'en sortir. Dans une guerre. C'est parce qu'il va faire sa roue, sa pelle et tout. Voilà, donc l'idée, c'est d'être quelqu'un de pacifique, mais pas inoffensif. Voilà. Donc, quand tu es quelqu'un de pacifique, tu es quelqu'un qui est craint
tu as des barrières. Donc, tu peux dire non sans te justifier. Voilà. Donc, tu dois être capable. You have to be able to say no without giving any explanation. That's how you protect your boundaries. Donc, là, je suis effectivement d'accord avec ça. Donc, dans cette partie, justement, dans ce chapitre, l'auteur nous demande justement de ne pas être quelqu'un qui dit oui, en fait. Et ça revient justement à cette partie trop soft, développement personnel, où tout est rose, tout est beau. La vie, c'est Bouddha. On s'aime. On s'aime. Et on dirait même, Andrew Tate a justement dit que lui pense que le combattant, le fighter qui est dans l'arène ou bien dans la cage en train de bagarrer est plus zen qu'un Bouddha qui est dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Exactement. Parce que l'environnement est déjà fait où il n'y aura pas de bruit, donc il peut méditer facilement. Mais pour quelqu'un qui est dans une situation de chaos, qui est dans un endroit hostile, dans un environnement hostile, la capacité à trouver quand même dans ta capacité à trouver des moyens d'être serein dans un environnement hostile, ça fait que tu es plus ta force, exactement. Et c'est vers là qu'il faut tendre. Et c'est clair, tu ne peux pas dire non sans te justifier si tu n'as pas ce mindset. Voilà. C'est vrai. Et je voudrais pousser plus loin parce que à un moment, quand tu dis oui tout le temps, c'est que sur un moment, tu te retrouves buté. Parce que tu vas dire oui, mais ce oui-là, tu ne vas pas pouvoir l'assumer. Tu vas faire une marche arrière et maintenant, tu vas être catégorisé quelqu'un d'hypocrite. Exactement. Ou bien être catalogué de manière négative. Donc, c'est important. Moi, aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord, non. Tout simplement. Simplement. Sans se justifier. Voilà. C'est tout. Dernier chapitre. Et puis... vous mourrez. La mort. Personne n'aime en entendre parler. Mais il faut bien en parler. Exact. Il faut parler de la mort, pourquoi? Pour pouvoir profiter de chaque instant. C'est-à-dire, comme ce podcast, profiter à fond de ce qu'on est en train de faire pour pouvoir transmettre aux autres. Quand tu es avec ta famille, profite à fond. Quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, profite à fond. Quand tu es en train de faire la cuisine, profite à fond. Parce que on ne sait jamais quelle est la dernière heure. On ne sait pas quand est-ce que la mauvaise fourche va nous rattraper. Donc, il est important, c'est une manière de nous rappeler que tout est futile. Et se concentrer vraiment sur les choses qui sont importantes pour nous. La famille, notre avenir, notre boulot, pourquoi pas nos enfants. Se focaliser vraiment sur ce qui est important, sur ce qui crée notre socle réel de vie physique, dans le physique. Et voilà, se concentrer uniquement sur ça et profiter à fond. Rien n'est jamais facile, mais je pense que quand on arrive à créer une certaine communauté ou un certain équilibre avec les personnes avec qui nous vivons, je pense qu'on savoure. Je ne sais pas comment dire ça pour ne pas choquer les abonnés, mais on savoure mieux l'amour. Exactement. Et effectivement, je suis très d'accord avec toi sur cette partie-là. Il est, on va dire, d'ici dans les prochaines 70 et 80 ans, ni toi et moi, on ne sera plus ici. C'est clair. Et personne dans cette salle ne sera là, ni le monteur, ni le réalisateur, ni notre gentille make-upeuse. Personne de nous ne sera là ici dans les prochaines 70 ans. Et ça frappe un peu dans la tête d'entendre ça, de se dire, voilà, il y aura un moment où nous ne serons plus ici. Ouais. Et qu'est-ce que dans la vie, ça a des limites. Donc effectivement, nous sommes limités dans le temps. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui qui justement ne sera pas éradiqué? Et reconnaître que notre vie aura une fin nous pousse à faire des actions extrêmement significatives au quotidien dans ce que nous faisons. Pour laisser une legacy. Exactement, pour laisser une legacy. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui qui parlera pour nous demain quand nous ne serons pas là? Donc, moi, je crois toujours au concept que c'est vrai, nous allons mourir un jour, notre corps physique est éphémère, mais notre esprit il est éternel parce que nous descendons de quelqu'un qui est éternel justement. Et chaque chose que nous devons créer devra manifester l'éternité. Exactement. Donc chaque chose que tu fais, il faut se dire, est-ce que les générations qui viendront après toi pourront prendre dessus ou capitaliser dessus pour créer quelque chose de nouvel. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des smartphones, mais il y a les founding fathers qui ont fait tout le travail avant nous.
Voilà. qui a permis aux gens. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un podcast, oui. par exemple. Sans Steve Jobs, on n'aurait jamais connu ce que c'est qu'un podcast. Exactement. Par exemple. Sans Steve Jobs également, on n'aurait jamais su qu'on peut presser sur un téléphone et avoir des informations. Aujourd'hui, on a l'accès à l'information facile parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dur. Et jusqu'à aujourd'hui, leur nom est éternel. Ils n'ont pas vécu plus de 70 ans, mais ils sont éternels aujourd'hui. Oui. Donc l'idée, c'est de comprendre, de connaître que bientôt, il y aura un moment où nous ne serons plus là. Et est-ce que tout ce vers quoi on court en permanence, à quel moment donné on a levé la tête pour se dire qu'est-ce que j'ai effectivement fait pour moi? Qu'est-ce que je vais laisser d'important? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on se rappelle de ma mémoire, qu'on se rappelle qu'une Egeb Diana a existé? Exactement, oui. Donc c'est ça. C'est important. Donc on a fait le tour du livre pour arriver justement à ça. Donc globalement, on comprend que le livre nous pousse à nous ramener, nous comprendre que nous avons des limites, que nous sommes des êtres humains avec un temps limité sur la Terre et que notre temps ne doit pas être utilisé à courir vers quelque chose qui est futile. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel et exécuter presque à la perfection ce que nous faisons au quotidien. Exactement. Okay. Et ça participe au choix même des personnes qui sont dans notre vie. Très bien. Parce que plus tu as de bonnes personnes, plus tu auras une bonne attitude. Voilà. Exactement. C'est ça. Thank you. Donc, Diana, nous avons parcouru l'intégralité du livre, les 9 chapitres. Et toi et moi, aujourd'hui, on fait une très grande expérience de ce livre dans nos vies personnelles. Exactement. Particulièrement en ce qui me concerne, ce livre a, je peux dire, changé complètement ma vie. La perception que j'avais du monde. Je cours de moins en moins aujourd'hui. J'ai de la pression, j'ai du stress, mais c'est du stress que je contrôle. Alors qu'avant, j'avais du stress qui était hors de mon contrôle et c'est extrêmement pénible. Donc aujourd'hui, dans ma vie, j'ai revu un certain nombre de choses. Je recommence à zéro un certain nombre d'investissements, on va dire. Et je comprends mieux. Donc ce livre est venu aujourd'hui mieux me positionner dans le cycle même de la vie. Donc, ce livre m'a permis de renaître de nouveau, s'il faut le dire. Et nous aimerons également que vous fassiez la même expérience que nous avons fait. Et pour cela, pour vous rendre la vie facile, nous avons essayé de résumer le livre en 5 points que si vous appliquez dans vos vies au quotidien, vous verrez indéniablement des changements. Donc, Diana va ainsi vous présenter les 5 points que nous avons prévus pour vous et nous vous recommandons de l'appliquer dans votre vie au quotidien. Et pour ça, il faut être discipliné. Premier point, accepte tes limites. Reconnais ce que tu peux et ne peux pas contrôler. Et concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Point 2, lâche prise sur les attentes. Arrête de t'attendre à des résultats spécifiques et concentre-toi sur le processus. Point 3. Prends des risques. N'aie pas peur de prendre des risques et de faire des erreurs, car c'est ainsi que tu apprends et grandis. Point 4. Sois honnête avec toi-même. Reconnais tes pensées et tes émotions et sois honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. Dernier point. Fais ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ce qui est vraiment important pour toi et laisse tomber les choses qui ne le sont pas. Bon, nous voilà rendus au terme de notre tout premier épisode Between the Lines, où nous avons présenté là ce style de sans faute de Mark Manson. Nous sommes certains que vous aviez capté quelque chose, mais nous aimerions davantage que vous l'implémentiez dans votre vie, que vous appreniez à vous concentrer, à vous focaliser uniquement sur les choses essentielles et apprenez à vous en foutre de ce qui n'est pas essentiel, clairement. Donc, nous vous recommandons vivement ce livre. Nous avons commencé par ce livre, clairement et à dessein, parce que nous pensons que ce livre vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. Une bonne base. Exactement. D'améliorer votre ratio signal-bruit via ce livre. Une fois qu'il y a de l'espace et de silence autour de vous, vous pouvez intégrer maintenant d'autres concepts qui seront d'ailleurs l'objet des autres podcasts ou des autres épisodes. Donc, pour vous procurer ce livre, nous vous prions de cliquer sur le lien qui va s'afficher en description et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous serez livré directement chez vous. Vamos! Keep compounding. See you to the next episode.